Nous, on a une gestion aussi, un style de gestion, on va dire patrimonial, c'est qu'on garde toujours un peu de liquidité dans nos fonds. On a des fonds aussi avec des liquidités qui reviennent assez naturellement parce que les obligations arrivent à maturité. Et on n'a jamais été en situation de vendeur forcé, cette fameuse situation où vous devez, parce que vous n'avez pas assez de liquidité, vendre dans un marché baissier. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Laurent Calvet. Laurent qui est directeur adjoint des stratégies cotées et de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Laurent, tu travailles chez Tikehau Capital depuis 11 ans maintenant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, oui, je m'appelle Laurent Calvet, j'ai 38 ans. Et je travaille effectivement chez Tikehau Capital depuis 11 ans et comme tu l'as dit, directeur adjoint des stratégies cotées, directeur de la gestion obligataire et gérant également de plusieurs fonds, du fonds de long only high yield européen, de toutes les stratégies datées et du fonds d'impact également. Ok, donc très, très beau parcours. Tu faisais quoi avant d'arriver chez Tikehau ? Diplômé de Dauphine et de la London School of Economics. J'ai commencé ma carrière en 2008-2009, donc un peu dans le feu de l'action en vente de produits structurés à BNP. Après, j'ai fait du trading, toujours à la BNP à New York, en dérivé equity, Delta One. Et j'ai rejoint Tikehau en décembre 2013 en tant qu'assistant gérant, puis gérant junior, puis gérant senior, et maintenant jusqu'à directeur de la gestion obligataire, donc un parcours assez orienté sur Tikehau. J'ai grandi professionnellement et personnellement avec la boîte. Ah, top, c'est plutôt bon signe. Une entreprise dans laquelle on a envie de rester comme ça et qui fait aussi bien progresser ses équipes, c'est toujours hyper positif. On a commencé, on était 60, on gérait 4 milliards. Et pas grand monde nous connaissait. Et quand tu fast forward 11 ans, et que tu as plus de 700 collaborateurs, quasiment 50 milliards, un peu plus de 47. C'est beaucoup de... C'est une belle progression et c'est quasiment dans la finance parisienne, en France en tout cas. Mais c'est un acteur bien évidemment qui va au-delà des frontières françaises, mais qui a eu la plus grande réussite et la plus grande croissance, je crois, des 10 dernières années. Donc faire partie de cette aventure, c'était très, très enrichissant et je suis très fier aussi. Oui, effectivement, félicitations pour ce beau parcours. Et en dehors du professionnel, qu'est-ce que tu aimes faire qui es-tu, Laurent, au-delà du directeur de gestion ? Bon, il y a deux choses, je pense, deux activités, le golf et la boxe. C'est calme et moins calme. C'est quoi comme boxe ? C'est boxe française, boxe anglaise. Boxe anglaise, juste les points. Ok, c'est bien, ça défoule. Ouais, ça défoule, mais c'est c'est l'expression consacrée de sortir de sa zone de confort. Ouais. Quand il y a quelqu'un en face qu'on connaît pas et qui est motivé pour échanger, on va dire, mettre les gants, c'est toujours une appréhension, faut savoir se mobiliser, quoi. Et puis c'est très cardio aussi, donc on sort souvent de sa zone de confort avec la boxe et je conseille à tout le monde de s'y mettre, même si c'est pas pour boxer, prendre des coups et en donner nécessairement, mais c'est un très bon sport cardio. Et puis le golf pour l'aspect aussi évasion, champêtre, calme, assez chronophage aussi, mais très bien. Trop bien, bon, j'ai reçu le message, je ferai attention aux questions que je pose. Je sais que je peux prendre une droite si je déborde. Ok. Après cette entrée en matière, donc tu travailles avec Tikehau Capital depuis 11 ans. Je pense que du coup, tu es très bien placé pour
me dire, m'en dire un peu plus sur cette société de gestion qui a effectivement connu une croissance hallucinante sur cette période. Qu'est-ce que vous faites exactement avec Tikeo ? Alors Tikeo Capital, c'est effectivement ça rayonne. C'est un groupe qui est mondial maintenant, qui est spécialisé dans la gestion d'actifs alternatifs et qui a été fondé il y a 20 ans maintenant. Aujourd'hui, Tikeo Capital gère donc plus de 47 milliards, comme je te le disais, d'euros d'actifs. Et avec pour mission assez claire et directe, c'est d'orienter l'épargne mondiale vers des solutions de financement innovantes. Donc la société, elle s'appuie sur un esprit entrepreneurial, une stratégie d'alignement d'intérêts très forte, avec plus de 3/4 de son bilan qui est investi aux côtés de nos clients investisseurs et épargnants, et une plateforme multilocale qui regroupe plus de 700 collaborateurs répartis dans 17 bureaux à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Nord. C'est quoi les pays phares pour Tikeo ? Alors il y a New York, il y a Londres, il y a Singapour, mais après il y a en Europe l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on est à Tokyo, on a récemment ouvert à Abu Dhabi aussi. Donc il y a vraiment la Corée également. Vraiment, on est quasiment partout. Et si on rentre davantage dans le détail de nos activités, de stratégie, qui sont gérées par Tikeo IM, qui est la société de gestion d'actifs du groupe Tikeo Capital. Tikeo Capital est pionnier de la dette privée en Europe. Avec cette activité, on accompagne les PME et les ETI qui sont jugés leaders dans leur secteur, en les soutenant dans leur projet de croissance ou d'acquisition. En immobilier, on investit dans tout type d'actifs immobiliers, bureaux, commerces, logistique, hôtels, logements, qui soient existants ou destinés à être reconvertis. En capital investissement, on associe des entrepreneurs à des équipes dirigeantes d'entreprises de taille intermédiaire. On a développé des stratégies axées sur des tendances clés, en partenariat avec des grandes entreprises, par exemple dans le secteur de la décarbonation avec Total Energy, dans l'aéronautique et la défense avec Airbus, Dassault, Safran et Thales, ou encore dans l'agriculture régénératrice avec AXA et Unilever. Et on a également une stratégie dédiée à la cybersécurité. Et pour finir, on a aussi des stratégies donc cotées, les Capital Market Strategy dont je suis le directeur adjoint. Et là, on mène une gestion de conviction à la fois sur les marchés actions et obligataires. Et tu as un ordre d'idée à peu près de ce que ça représente en termes de répartition par rapport à la totalité des encours que vous gérez, chacune de ces activités, au moins le privé versus... Oui, alors le côté, c'est assez simple, c'est 5 milliards, 3, on va dire 5 milliards, okay. On est sur un peu plus de 45, donc tout le reste c'est privé. Ok, ouais, donc le gros de votre activité est quand même sur le privé. Ok, super intéressant. Et Tikeo, historiquement, ça avait été créé en quelle année ? 2004. 2004, ok. Ok. Aujourd'hui, toi tu t'occupes plutôt des stratégies obligataires. C'est un sujet qui n'est pas forcément... ultra facile à appréhender pour nous autres communs, faisant partie du commun des mortels. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer de manière bien précise, mais aussi très pédagogue, ce sujet qui est complexe ? C'est quoi une stratégie obligataire ? Ouais, alors à la différence des actions où souvent les gens sont plus familiers avec ça, où une action ça confère un titre de propriété, et ce qui nous intéresse quand on investit en action, c'est les perspectives de croissance d'une entreprise. Là, en obligataire, on a un titre de créance sur une entreprise, et ce qui nous intéresse, c'est la solvabilité de la société, donc sa capacité à payer les intérêts de sa dette et de nous rembourser. Donc on prête à des sociétés à un horizon de temps défini, de la même façon qu'on va nous emprunter pour acheter notre résidence principale en fait. Et plus la société est jugée risquée, alors il y a des agences de notation qui vont donner, donc il y a Fitch, S&P, Moody's qui vont donner une note sous forme de lettre qui peut être interprétée comme triple A 20 sur 20, jusqu'à tout en bas triple C qui va être plutôt vraiment 5 sur 20, 7 sur 20. Et plus la notation est basse, ou mauvaise, entre guillemets, plus le taux d'intérêt est élevé. Et donc la gestion obligataire, c'est ça, c'est avoir des créances sur diverses entreprises et les investir dans différents fonds en fonction de stratégies plus ou moins risquées, avec des couples rendement risque différents, sur quel point est-ce qu'on prête à court terme, est-ce qu'on prête à long terme, est-ce qu'on est plutôt sur des notations basses, est-ce qu'on est plutôt sur des notations élevées. Voilà, c'est toute une histoire de couple rendement risque après.
Et en ce qui concerne nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'analyse fondamentale. C'est-à-dire on s'intéresse aux sociétés. On ne fait pas d'investissement macroéconomique ou sectoriel, par exemple. En investissant sur un secteur particulier, on est vraiment sur les entreprises. Donc on a une équipe très fournie d'analystes, de 20 analystes, qui couvrent à peu près 750 noms avec des modèles de valorisation développés en interne. Et on fait de la sélection de valeur, en fait. Et c'est la réconciliation, en fait, la gestion obligataire que nous mettons en place. C'est la réconciliation de cette approche donc très fondamentale, qui dit en anglais, dans le jargon, c'est bottom-up, et la réconciliation de tout un environnement macroéconomique, géopolitique, donc qui est plutôt top-down, des flux de marché. Mais concrètement, la gestion obligataire, c'est être créancier d'entreprises. On a un petit bout de la créance d'une entreprise. Donc quand on en achète plusieurs, on a plein des créances différentes sur des entreprises et on s'intéresse évidemment à leur solvabilité. Mais donc du coup, on s'intéresse à tout leur business, quoi. Leur capacité à garder leur marge, à générer des liquidités, à croître. Voilà. Et c'est forcément des entreprises qui sont cotées ? Non, pas forcément. D'accord. Pas Okay. forcément. Et par rapport à un fonds de dette privée, qu'est-ce qui vient différencier du coup la gestion d'un fonds obligataire par rapport à un fonds de dette privée ? Alors souvent, donc, dans la dette cotée, c'est aussi, donc déjà il y a les obligations, donc les titres de créance s'échangent sur un marché coté. Nous on a comme on dit les stratégies liquides, on a une liquidité qui est quotidienne, ce qui est différent avec la dette privée quand même. Donc c'est plus liquide. Donc je dirais que la dette privée, on affiche des rendements qui sont supérieurs puisque vous devez payer pour cette illiquidité, entre guillemets. Tu peux donner un ordre de grandeur de ce que peut être une fourchette de taux d'intérêt qui sont appliqués à des obligations Ça dépend vraiment de la... les petites entreprises, les plus risquées versus les moins. Ça dépend du contexte de marché en fait, mais dans le contexte actuel, vraiment là. Alors ceux qui sont au bord du défaut ou qui ont fait défaut, hein, si on parle des je sais pas, Casino, Atos, Altis, SFR, Ardail. Non mais ça quasiment c'est à deux chiffres est très très élevé, du 40, 30, 40%. Si on est dans une notation donc basse, on va dire triple C, donc qui va correspondre à peu près à 8 sur 20 en notation, mais qu'on ait une entreprise quand même de qualité, parce que c'est pas parce qu'on appartient à ce panier de notation qu'on est forcément une mauvaise société, juste qu'il y a quand même pas mal de risques, pas mal d'endettement. On peut avoir jusqu'à 8-9% aujourd'hui. Et puis pour les meilleures entreprises en notation, les mieux notées, on peut être aujourd'hui sur du 2,5-3%. 3%. Ok. Et je pense par exemple à des entreprises qui emprunteraient à 40%. Là, quel intérêt elles ont de passer par l'obligation pour se financer plutôt que il n'y a pas d'autre moyen pour elles de le faire ? Alors là, elles ne se financent pas à 40%, c'est que leur titre de créance s'échange à ce genre de rendement-là. C'est-à-dire quand elles ont... c'est pour ça qu'il y a un marché primaire et un marché secondaire. Le marché primaire, c'est quand une entreprise veut se financer, elle va voir une banque, département de syndication d'une banque, je sais pas, JP Morgan, Goldman Sachs, enfin peu importe quelle banque. Okay. Et donc la banque s'occupe de structurer cette obligation pour l'émetteur. Et ils vont émettre, comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, 500 millions d'euros. Et la banque va essayer d'avoir le taux d'intérêt le plus faible pour la société, tout en gardant quand même une certaine logique, une cohérence en fonction du business de la société. Et donc va avoir peut-être, par exemple, je dis encore n'importe quoi, va réussir à émettre 500 millions d'euros à 5% pour la société X. Donc là, c'est la banque qui va sortir cet argent-là, qui va structurer et qui va s'appuyer sur ses réserves à elle. Non, elle va toute la communauté des sociétés de gestion, tous les investisseurs qui ont accès au marché primaire, en fait. La banque va faire entre guillemets le tour des popotes, de leur dire voilà, j'ai cette entreprise qui veut émettre 500 millions d'euros, on pense faire 5,5%, est-ce que ça vous intéresse ? Et là, il y a ce qu'on appelle des roadshows,
La société aussi va faire le tour des investisseurs dans les grandes places financières, Paris, Londres, et va proposer donc une présentation magistrale avec des slides, dire voilà, notre business c'est ça, nos perspectives c'est ça, pour que les investisseurs Alors de temps en temps, c'est un nouvel entrant sur le marché, donc personne ne les connaît, donc ils ont besoin de faire beaucoup de pédagogie. De temps en temps, c'est des émetteurs récurrents que tout le monde a l'habitude de financer. Et une fois que ces roadshows sont terminés, les investisseurs vont voir la banque et lui disent ouais, effectivement, moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien 10 millions à 5%, ça me va, et j'en prendrais bien 10 millions. Et donc, elle regroupe les différents intérêts comme ça. Et une fois que la banque collecte assez d'intérêts pour pouvoir émettre l'obligation, elle le fait. Et donc après, l'obligation, les 500 millions sont émis. Et chaque participant qui a levé la main pour pouvoir participer à cette émission obligataire a un bout de la créance. Donc a des obligations. Donc voilà, devient créancier de cette société-là. Et après, tout ça, c'est le marché primaire. Et le marché secondaire, c'est-à-dire que les acteurs entre eux peuvent s'échanger ces créances, ces obligations. Et en fonction du cycle de vie de la société, la créance a un prix qui évolue. Si la société va de mieux en mieux, qu'elle augmente ses marges, que le chiffre d'affaires augmente, qu'elle réduit son endettement, cette créance vaut plus cher. Parce qu'à 5% maintenant, peut-être que si elle revenait sur le marché financier, elle se financerait à 3% maintenant, parce que le business s'est amélioré. Donc le prix de la créance a augmenté. A contrario, si le business de la société va très mal ou qu'elle est à deux doigts de faire défaut et de faire faillite, en secondaire, plus personne n'en veut de ces créances. Et donc le prix augmente, enfin le prix baisse très fortement. Et 5%, c'est plus le niveau. Maintenant, c'est plutôt 40% ou 50%, 60, 70%. C'est pour ça, quand je vous dis qu'un casino ou tous les autres accidents de crédit qu'on a eu depuis 18 mois traitent en secondaire à ce genre de rendement-là. Mais évidemment, demain, ils ne vont pas émettre une obligation pour se financer parce que ça n'aurait aucun sens. Ok, on est d'accord, ça me rassure. Ok. Et donc, si je repars sur Tikeo Capital, merci beaucoup pour cette explication hyper précise. J'essaye d'être payé. Vous allez faire que du secondaire? On participe au marché primaire et au secondaire. Et secondaire, d'accord. Donc, vous pouvez être parmi ceux qui lèvent la main en premier tour ou identifier des sociétés qui auraient une évolution qui vous intéresse, qui sont complémentaires et dont les titres ont déjà été émis et décider de les ajouter à certains de vos fonds en fonction des stratégies que vous voulez suivre. Exactement. Okay, de temps en temps, par exemple, sur le marché primaire, on dit, dans mon exemple, 500 millions, 5%, ouais, cette entreprise est bonne, mais 5%, c'est trop peu. Et donc, ça ne nous intéresse pas sur le marché primaire. Après, on va regarder comment l'obligation se comporte sur le marché secondaire. Et peut-être qu'à un moment, ça sera plus 5, mais 6% ou 7%. Et à ce moment-là, comme on aimait bien la société à un rendement de plutôt autour de 6 que de 5, là, on va pouvoir acheter les obligations en secondaire. Okay. Et de la même façon, et à contrario, si les obligations, on participe sur le marché primaire et que l'obligation se met à traiter à, 3%, on se dit, mais à 3%, on n'est plus assez bien payé, et donc là, on va la vendre sur le marché secondaire. Voilà. Ok, très clair. C'est intéressant, ça rejoint assez bien la question que je voulais te poser après, donc merci pour cette transition facile. Moi, j'avais en tête que les évolutions de taux impactaient beaucoup les obligations. D'après ce que je comprends, il y a aussi énormément d'autres facteurs en fait, qui jouent. Est-ce que tu peux me parler un peu plus justement du contexte actuel, comment il est influé par le contexte économique, les incertitudes politiques qu'on peut traverser aussi, et qu'est-ce qui joue aujourd'hui sur la valorisation des obligations avec lesquelles vous travaillez? Alors, il y a deux composantes qui vont influencer sur le prix des obligations. C'est les taux d'intérêt et ce qu'on appelle la prime de risque. Quand on regarde le rendement global de la classe d'actifs aujourd'hui, il y a plusieurs types d'obligations. Il y a les obligations gouvernementales, qui sont émises par les gouvernements pour se financer. Ça, vous pouvez en acheter aussi ou ça vous intéresse moins? Alors nous, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait. D'accord. Ça nous intéresse moins. On est vraiment dans l'analyse fondamentale de société. Les gouvernements, alors il y a des gens, enfin il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais nous c'est pas du tout notre univers d'investissement. Ça t'évitera de devoir répondre à la question de la faillite de l'État américain, des bitcoins, donc tant mieux. Après, on a les obligations investment grade. Donc ça, c'est les obligations d'entreprises très bien notées. Donc
toutes les grandes entreprises de la cote, je ne sais pas, Orange, Danone, etc., qui sont jugées dès lors assez peu risquées. Donc on a une prime de risque qui est très faible. Donc les emprunts gouvernementaux sont jugés sans risque. Ça, c'est un autre débat, est-ce que c'est risque ou pas. Les obligations investment grade ont une prime de risque mais faible. Et les obligations après au rendement, high yield ou junk, on a une prime de risque assez élevée. Et donc, l'évolution des taux d'intérêt va impacter beaucoup plus fortement le prix des obligations gouvernementales, parce qu'il n'y a pas de prime de risque, donc elles ne sont sensibles qu'aux taux d'intérêt. Assez fortement les obligations investment grade, puisque la prime de risque est faible. Par contre, les obligations high yield ou au rendement, c'est vraiment la prime de risque qui va déterminer l'évolution du prix des obligations, puisque la composante taux entre les deux est plus faible en proportion. Et là, qu'est-ce qui détermine l'évolution des primes de risque ? C'est le contexte économique, géopolitique, macroéconomique, et évidemment les fondamentaux de la société. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui dans le contexte économique actuel, c'est qui est, si je prends de façon assez vaste, on va commencer par l'aspect microéconomique, donc l'aspect des entreprises. On est en pleine saison des résultats du troisième trimestre. Ce qu'on constate globalement, je parle en Europe, parce qu'on est vraiment, c'est la vue, on a une vue aussi sur d'autres zones géographiques, mais on est plus spécialisé, on va dire, dans nos portefeuilles aussi, sur cette zone géographique. On a des marges qui se maintiennent. On a une consommation qui baisse mais qui ne s'effondre pas, un petit peu à l'image de la croissance européenne, qui est beaucoup moins forte que celle aux États-Unis, mais qui pique du nez assez sérieusement, mais qui ne s'effondre pas. On a les marges qui se maintiennent, où on voit le chiffre d'affaires des sociétés qui baisse en tendance, mais il y a beaucoup de programmes de rationalisation des coûts qui sont mis en place pour maintenir les marges. On a certains secteurs qui sont en délicatesse depuis plusieurs trimestres, comme la construction ou la chimie. D'autres secteurs qui deviennent des poches de faiblesse récemment, comme l'automobile, ça a été un grand sujet, ou l'emballage. Mais globalement, tous les indicateurs qu'on regarde en crédit dans une société, à savoir le niveau d'endettement, la couverture d'intérêt, donc la capacité de la société à rembourser les intérêts de sa dette, ou les liquidités, sont plutôt sur des niveaux historiquement satisfaisants. On a aussi eu beaucoup de refinancement à travers le marché primaire dont on a parlé, parce que ce qui faisait peur aux investisseurs dans un contexte de remontée des taux encore en 2022-2023, c'était de se dire, tiens, les taux, c'est le resserrement monétaire le plus agressif des 40 dernières années. Que vont devenir ces structures de capital qui ont eu l'habitude de se financer avec des taux d'intérêt à 2, 3, 4%, quand il va falloir les refinancer avec du 5, 6, 7, peut-être même 8%, il va y avoir énormément de défauts, et donc sauf qui peut. Au final, le marché primaire a été extrêmement actif. Là, cette année, on devrait dépasser le record de 2021 avec plus de 100 milliards d'euros d'émissions. Et ce mur de la dette, qui était dans tous les esprits et identifié pour 2025-2026, a été repoussé à 2027-2028. Donc les taux de défaut, globalement, sont très contenus en Europe, autour de 3%, qui reste légèrement supérieur à la moyenne des 25 dernières années. Mais voilà, en termes de micro, le contexte, c'est celui-ci. Ça baisse, mais ça ne s'effondre pas. Et sur ce qu'on regarde, nous, en crédit, encore une fois, les indicateurs sont plutôt sur des niveaux satisfaisants à ce stade. Maintenant, au niveau macroéconomique, donc ce qui se passe en géopolitique, par ailleurs, là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. On a quand même encore la guerre en Ukraine et en Russie, il y a tout ce qui se passe au Moyen-Orient, l'élection de Trump, il y a beaucoup d'incertitudes encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire, il y a beaucoup d'encre qui coule, mais avec la guerre commerciale, les tarifs douaniers, l'immigration, en tout cas, à la marge, on peut dire que c'est quand même potentiellement assez inflationniste. Demain, je ne sais pas, on pourrait penser à la Chine et Taïwan. Enfin, il y a quand même beaucoup d'incertitudes globalement au niveau macroéconomique. Donc je pense qu'il y a la vue qu'on pourrait donner sur la direction des taux d'intérêt. Alors sur les primes de risque, elles sont d'abord sur les primes de risque, donc qui ont une des deux composantes pour revenir à votre question sur l'évolution des prix des obligations.
La première, on est sur des niveaux assez bas en termes de prime de risque, globalement. Mais on n'a pas forcément de catalystes très fortement négatifs à attendre pour des primes de risque qui remonteraient fortement. Ou alors un événement géopolitique, mais c'est très difficilement intégrable ou anticipable en tout cas. Et pas forcément de catalyse non plus pour que la prime de risque baisse. Et je rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est la mécanique assez classique. Quand les taux d'intérêt baissent ou que la prime de risque baisse, le prix des obligations monte. Ça, quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse. Donc quand la prime de risque monte, les prix des obligations baissent aussi. Et par contre, sur la composante taux d'intérêt cette fois, donc globalement, on aura compris que sur les primes de risque, on s'attend à ce qu'elles restent à peu près là où elles sont à moyen terme. Pour ce qui concerne les taux d'intérêt, il semblerait que la partie longue de la courbe, parce que les taux d'intérêt, ça forme toute une courbe. Il y a un taux d'intérêt pour la maturité 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 30 ans ou même plus. Et sur les taux d'intérêt long terme, donc 10 ans et plus, sont, selon nous, peut-être trop bas, assez bas en tout cas. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, on a ces incertitudes au niveau inflationniste, donc de façon conjoncturelle avec les politiques de Trump par exemple, mais aussi on pourrait penser à ce qui se passe au Moyen-Orient et les impacts que ça a sur les prix de l'énergie. De façon plus structurelle, avec des tendances de fond, comme la transition énergétique, la déglobalisation, la démographie également. Donc on pense que le régime d'inflation moyen-long terme serait certainement plus important que celui des 10 dernières années. Donc on devrait compenser pour ça. Devrait y avoir la reconstitution d'une prime de terme aussi. Cette notion qu'on devrait être plus rémunéré pour les incertitudes du futur. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la courbe des taux d'intérêt est assez plate. Je ne sais pas si vous avez pu lire qu'elle était inversée pendant 2 ans. Les taux d'intérêt court terme étaient plus élevés que les taux d'intérêt long terme. Okay. Et là, elle s'est un peu désinversée, mais elle reste assez plate. Et donc, étant donné toutes les incertitudes géopolitiques dont on vient de parler, ça ne serait pas complètement dénué de sens d'avoir un rendement supérieur à long terme. Et enfin, le financement des déficits publics. Et ça, je crois que tout le monde s'accorde pour dire. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec l'élection de Trump, avec le budget au UK aussi. Et on pourrait penser, là ça fait beaucoup parler aujourd'hui, ces derniers temps, le budget français aussi. Là, le rendement à 10 ans de la France qui a égalé le rendement à 10 ans de la Grèce, pour la première fois de son histoire. Alors que la Grèce a été au bord de la faillite, avec un PIB, je crois, qui est 16 ou 18 fois inférieur à celui de la France. Avant, la Grèce, ça faisait partie des pigs, vous savez, tout ce qui est Portugal, Italie, Espagne, les mauvais élèves de l'Europe. Ça s'est un peu inversé, on emprunte plus cher que l'Espagne, au même prix que la Grèce. Donc, il pourrait y avoir une pression haussière sur les taux d'intérêt long terme. Et voilà, ce qu'on pourrait dire et que pourrait donc jouer négativement sur le prix des obligations. Ok, très clair. Merci pour ces éléments de précision. Et dans ce marché qui est effectivement déterminé par des grandes tendances macro, est-ce que vous, chez Tikehau Capital, vous avez une manière de procéder qui est spécifique par rapport à d'autres, ou finalement vous faites tous le même métier avec une marque différente ? On a une façon de faire qui est différente dans le sens où on fait de l'analyse fondamentale. Et en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, on n'est pas énormément à le faire. Alors, quand tu dis vous faites de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que vous ne regardez pas que les notes qui ont été établies par d'autres, vous allez rentrer dedans, vous allez soulever le capot, quoi. Oui, mais on a surtout une très grosse force de frappe en termes d'équipe de recherche. Pour donner une idée, on gère un peu plus de 5 milliards en crédit coté. On a pour ça la force de frappe de 20 analystes, encore une fois, qui couvrent 750 noms avec des modèles de valorisation développés en interne. Si tu prends une société de gestion indépendante qui fait que de la dette cotée et qui a 5 milliards d'euros sous gestion, ils auront plutôt, en général, 4-5 analystes maximum, grand maximum. Et en fait, le constat qu'on a fait de base, c'est que la majorité de l'épargne qui investit sur les marchés du crédit le fait via des ETF ou des fonds benchmarkés. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais un ETF ou un fonds benchmarké, c'est juste, ça réplique la performance d'un indice. On ne peut pas acheter le CAC 40
On ne peut pas acheter le CAC 40, on est obligé d'acheter un ETF qui réplique, ou un fonds indiciel qui réplique la performance du CAC 40. Mais les indices en tant que tels, on ne peut pas les acheter. Et donc, la conséquence directe de ça, c'est qu'il y a un flux d'achat, comme les ETF, leur job, c'est juste de répliquer l'indice. Donc, en crédit, c'est la même chose. Il y a des indices, comme le CAC 40 ou le S&P 500. Il y a des indices qui existent pour le crédit européen. Et donc, on a cette manne d'épargne qui arrive, qui investit, et qui le fait. Et donc, ça réplique. Et donc, les ETF achètent la composition de l'indice. Donc, on a le financement direct, de façon indiscriminée. L'ETF ne cherche pas à savoir si les 20-30 plus grosses pondérations de l'indice sont au bon prix, est-ce qu'il y a de la valeur à l'extraire. Non, il l'achète de façon systématique. Et donc, il y a une pression acheteuse et vendeuse, d'ailleurs, ça dépend du sens, sur les 20-30 plus grosses pondérations. Nous, ce n'est pas du tout notre univers d'investissement. On va, l'expression consacrée un peu chez nous, c'est on sort des sentiers battus pour aller adresser des crédits qui sont moins travaillés par le reste du marché, qui sont moins suivis par les autres analystes. Qui ont par exemple, tu vois, Telefonica, c'est une société qui est très benchmark, qui est très présente dans l'indice, qui a, je pense, une quinzaine d'obligations sur plein de maturités différentes. Tous les analystes de la place connaissent Telefonica sur le bout des doigts. Il n'y a pas vraiment de valeur à aller extraire. Et nous, on va s'intéresser aux émetteurs, aux 50, 100 émetteurs d'après, qui sont plus petits, qui ont peut-être une seule obligation dans le marché, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus risqués, c'est juste qu'ils sont moins suivis, et c'est là où il y a des inefficiences un peu de marché qu'on peut aller, nous, exploiter. Et l'information, j'imagine, est un peu plus difficile d'accès aussi sur ces sociétés. Et non, c'est là où le fait d'avoir des analystes plus nombreux aide ou... Non, là, elle n'est pas forcément... Non, parce que nous, par contre, à ce stade-là, on a tous les mêmes moyens d'information. Okay. On est tous plugués avec les Bloomberg et toute la recherche. Il n'y a pas d'inégalité, je dirais. Il n'y a pas de favoritisme. On n'a pas d'inside information non plus. Okay. Je veux dire, tous nos investissements, ils se basent uniquement sur des données qui sont publiées, de l'info publique, je dirais. Mais on a tous les mêmes canaux pour se fournir cette information. Et c'est pas parce qu'une société est plus petite l'information est plus obscure. C'est juste qu'elle demande plus elle est plus intensive en analyse fondamentale. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, il faut avoir la capacité d'analyse pour pouvoir adresser ce genre d'émetteurs qui sont plus péchus. C'est pas qu'ils sont plus risqués, c'est juste qu'ils sont plus... c'est plus petit, c'est peut-être de temps en temps plus niche et encore quoique, mais c'est juste qu'ils sont moins travaillés par le reste du marché. Tu disais que tu avais une préférence pour les entreprises qui étaient plutôt assez niches, qui ne rentraient pas dans les gros indices qui sont les plus travaillés. C'est une de tes spécificités. Est-ce que toi, à titre perso, tu as aussi des industries, des types d'entreprises sur lesquelles tu es plus à l'aise que d'autres ? Les entreprises que je dirais qui sont que nous on va regarder plus particulièrement, c'est pas forcément justement des sociétés qui sont en forte croissance avec potentiellement un risque de disruption au niveau technologique par exemple. On aime bien les leaders sur leur marché avec de la croissance, mais qui sont surtout très résilients à travers le cycle. Ça c'est très important. Toute phase de cycle économique qui traverse ça, qui évidemment ont une capacité à maintenir leurs marges, à générer des liquidités pour se désendetter, qui bénéficient de tendances séculaires, de fonds, de méga tendances. Tout ça, c'est des qui ont une maîtrise de leurs coûts. C'est tous ces indicateurs-là qu'on va chercher dans une société. Après, on peut avoir un taux d'endettement élevé, et qui peut justement dégrader la note dont on parlait par rapport aux agences de notation, mais qui pour nous n'est pas forcément gage d'une mauvaise santé financière. Si je vous donne un exemple qui est évidemment absolument pas une recommandation d'achat ou d'investissement, mais c'est vraiment purement un exemple. Thyssen Elevator, c'est un spin-off de ThyssenKrupp. Okay. Et qui font l'installation et la maintenance d'ascenseurs. Okay.
Donc là, vous pouvez vous dire, bon, alors ça, c'est cyclique comme business, parce que ça dépend de l'activité économique. S'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de construction. S'il n'y a pas de construction, a priori, on n'installe pas d'ascenseur. Mais c'est un business qui, pour quasiment 60% de son revenu, fait de la maintenance et de l'optimisation des ascenseurs déjà installés en fait. Donc ça assure une certaine stabilité à travers le cycle, comme on l'a dit. Ça bénéficie d'une tendance séculaire de la population rurale qui viennent en milieu urbain. Ça aussi à la croisée des chemins de tout l'effort ESG, je dirais transition énergétique, c'est à la croisée des chemins en fait entre le transport et l'efficacité énergétique des bâtiments, qui sont deux axes absolument essentiels pour la transition énergétique et la décarbonation. Et c'est une entreprise qui génère énormément de liquidités parce qu'ils ont sous-traité tout ce qui est toutes les activités intensives en capital. Donc globalement, c'est pas eux qui font les portes d'ascenseur. Ils sous-traitent ça et eux ils assemblent et voilà. Et donc, même si on part d'un niveau d'endettement assez élevé, quasiment 6,5, 7 tours de levée, donc c'est quelque chose d'assez endetté. Sur la partie subordonnée de leur structure de capital, ils sont notés triple C, mais ils génèrent beaucoup de liquidités. Il y a une très belle trajectoire de désendettement et voilà, c'est typiquement une entreprise qui, en termes de notation, si on la regarde juste comme ça, on va se dire oh là là, ça c'est super risqué, on va pas faire. Et quand on a les capacités d'analyse et qu'on rentre en profondeur dans le dossier, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de mérite au crédit. Et voilà, c'est typiquement ce genre de société qu'on va regarder. Ok, donc hyper pointu. En fait, il faut vraiment rentrer dans une très bonne compréhension. Voilà. Du business pour être capable d'identifier ce type d'opportunité. Voilà. Donc c'est pas forcément niche au sens où ils font un produit, c'est tout petit marché. Non, ça nous intéresse pas. C'est plus moins travaillé, moins connu les marchés, mais le business sous-jacent peut être très fort et mondial et voilà. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais peut-être me raconter un événement marquant de ta carrière, que ce soit positif ou négatif, hein. Mais par exemple, tu vois, une situation où tu as eu une prise de décision difficile ou même une erreur que tu as pu commettre et qu'aujourd'hui tu as appris de ça, ou est-ce qu'au contraire, à un moment, tu as saisi une opportunité qui te rend particulièrement fier aujourd'hui Moi, je vais plutôt me concentrer sur l'opportunité. En Covid, ouais. Franchement, Covid, on a eu ce qu'on appelle un régime de prix disloqué. C'est-à-dire que des prix qui n'ont plus aucun rapport avec les fondamentaux des sociétés. Et là, tout perdait. Chaque jour, c'était dans le premier confinement au début, hein, c'était vraiment la débandade. Parce qu'en fait, il y a un phénomène où les investisseurs, je pense qu'on a tous eu peur, hein, au premier confinement, c'était vraiment l'incertitude. Et beaucoup d'investisseurs ont souhaité, dans le marché en général, retirer leur argent des fonds en ne sachant pas ce qui se passait. Et donc vous, quand vous êtes gérant d'un fonds, si vos investisseurs sortent, il faut les payer. Et si vous n'avez pas assez de liquidité dans votre fonds, vous êtes obligé de vendre des obligations pour faire de la liquidité et pouvoir rembourser vos clients. Et comme beaucoup de clients chez beaucoup de sociétés de gestion faisaient la même chose, et ben les gérants derrière devaient vendre des obligations. Et tout le monde cherchait à vendre dans un marché baissier et personne ne voulait acheter parce que personne ne savait de quoi demain allait être fait. Et on a eu des opportunités sur des sociétés qu'on connaît très bien, qui sont de très bonnes sociétés, à des prix... je ne sais pas si un jour je reverrai ça. Donc nous, on a une gestion aussi, un style de gestion, on va dire patrimonial, c'est qu'on garde toujours un peu de liquidité dans nos fonds. On a des fonds aussi avec des liquidités qui reviennent assez naturellement parce que les obligations arrivent à maturité. Et on n'a jamais été en situation de vendeur forcé, cette fameuse situation où vous devez, parce que vous n'avez pas assez de liquidité, vendre dans un marché baissier. Et là, vous cristallisez des pertes parce que c'est le prix que l'acheteur veut bien vous faire. Mais on a pu acheter justement, avoir la position inverse, acheter quand des gens étaient un peu... D'autres gérants devaient couper des positions et puis ils n'avaient plus le choix, quoi. Donc en fait, c'est même plus une question de prix, il faut absolument que je vende. Donc à quel prix vous voulez bien les acheter
Et dans un marché qui baissait très fortement, on a eu des très très belles signatures à des prix assez extravagants. Ouais. Et qui sont revenus à meilleure fortune à la fin de l'année. Oui, complètement. Et question curiosité, quand tu es un acteur comme Tikeo Capital et que tu dois acheter, j'imagine, des grosses quantités de ce type d'obligations, c'est automatisé, tu t'achètes au prix du marché ou tu vas vraiment discuter avec les vendeurs dans ces situations-là et avoir une possibilité de négociation du prix? Alors, la différence aussi du monde obligataire, c'est pas comme les actions où on a un carnet d'ordre et il y a un prix unique à la fin de la journée, à la fin de la séance. Là, c'est ce qu'on appelle OTC, donc c'est un jargon un peu technique, over the counter, et c'est juste en fait c'est le prix que vous avez il y a une banque qui se met au milieu, si je simplifie. J'ai un autre géant qui veut acheter quelque chose, qui veut vendre quelque chose, qui va demander à une banque de voir si dans ses clients, la banque peut trouver un acheteur ou un vendeur en face. Donc c'est vraiment du prix négocié. D'accord. Voilà. Personne ne dit cette obligation-là, à la clôture, elle vaut tant. C'est le prix que tout à chacun veut bien faire. Et donc, dans des marchés... Alors évidemment, maintenant qu'on a une petite réputation modestement dans le marché, on est peut-être mieux traité, on a plus d'informations, je ne sais pas, sur les contreparties, les flux. En fait, on est peut-être plus facilement au courant des flux de marché qu'un tout petit acteur qui se lance, mais on n'a pas... on est sujet au prix comme tous les autres. Donc on essaye toujours de négocier le meilleur prix, parce que ça c'est aussi dans des prérogatives dans la gestion des fonds. Pour nos clients, pour nos investisseurs, on est obligé de négocier le meilleur prix possible à l'achat ou à la vente de chacune des obligations. Mais après, il y a un contexte de marché, et des flux, de techniques, et ce que veulent bien faire la contrepartie, et ça on n'a pas la main dessus. Ok, et vos investisseurs côté Tikeo, c'est quoi leur profil, des personnes qui peuvent, pour le coup, investir dans les fonds obligataires type Tikeo? Alors, ça dépend des stratégies. Historiquement, on a été très institutionnel, compagnie d'assurance, typiquement. Et aujourd'hui, sur des fonds, une thématique qui marche beaucoup, qui a fort succès depuis 18 mois, ou même 2 ans même maintenant, c'est les fonds datés. Et ça, c'est des investisseurs qui sont majoritairement des particuliers et qui investissent via des conseillers en gestion de patrimoine ou une banque privée ou un family office. Donc on a de plus en plus d'investisseurs comme ça aujourd'hui. La particularité d'un fonds daté, c'est qu'il regroupe des obligations qui ont la même échéance, et qui fait que du coup, tu as une échéance prédéfinie au moment où tu entres, c'est ça? Non. Oui, non, si. Non, le principe du fonds daté, c'est effectivement qu'il a une date de fin. Oui. Après, ça a été pensé. Ça a été pensé pour être comme une grosse obligation, c'est-à-dire que avec une date de fin et dont le risque serait diversifié par tous les émetteurs qu'on met dans le portefeuille. Après, il y a différentes façons de gérer un fonds daté. C'est des considérations un peu techniques, mais une obligation, elle a ou pas la possibilité d'être refinancée par l'émetteur. Comme nous, quand on contracte un prêt immobilier à la banque, on peut négocier dans notre prêt immobilier de pouvoir le refinancer si les taux deviennent plus intéressants. Et ben c'est pareil pour les émetteurs. Les émetteurs à yield ont toujours la possibilité de refinancer leur obligation avant la maturité. Les émetteurs investment grade, non. Donc en fait, si vous faites un fonds daté avec des obligations à yield, que vous achetez des obligations à yield qui correspondent à la maturité du fonds, 2-3 ans avant la maturité du fonds, toutes vos obligations à yield auront été refinancées. Alors que sur un fonds daté investment grade, comme le metteur n'a pas la possibilité de refinancer ses obligations, elles vont courir jusqu'à leur maturité. Donc là, ça fait du sens d'acheter des obligations de la même maturité du fonds. Je ne sais pas si je suis oui, mais du coup, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que pour faire un fonds daté, tu serais obligé de mettre que du high yield. De l'investment grade. De l'investment grade, pardon, oui. Le fonds daté, c'est un produit qui a été pensé à la base pour être fait avec des obligations investment grade. Ouais, exactement, oui, tout à fait. C'est pour ça que ça a connu un essor et un attrait commercial très fort au lendemain de la crise de 2008-2009. Parce que là, on pouvait acheter à l'époque des signatures
investment grade, très décoté, avec des rendements extrêmement attractifs. Et puis après, il y a eu cette période de taux d'intérêt à zéro, voire négatif même. Et donc, le prix des obligations investment grade le rendement était à zéro aussi quasiment. Donc en fait, ça faisait plus aucun sens de faire. Et donc les sociétés de gestion se sont lancées dans des fonds datés en mettant du high yield, parce qu'il fallait mettre un petit peu de rendement quand même dans le portefeuille, sinon ça faisait aucun sens, personne n'allait acheter ça. Et donc voilà. Mais c'est une façon. Nous, on approche les fonds datés high yield différemment, justement. On se sort un peu de ce carcan étriqué de se dire j'ai un fonds daté high yield d'une certaine maturité. Il faut absolument que j'investisse dans des obligations de la même maturité, puisqu'on sait qu'elles seront refinancées à chaque fois avant. Donc on va plutôt se baser sur les dates de refinancement, et donc aller sur des obligations dont la maturité faciale est plus longue que celle du fonds, mais qui, dans les faits, sera remboursée avant la maturité du fonds. Ok, ouais. T'anticipes ce remboursement anticipé. Ok. J'ai une dernière question à te poser. J'aimerais bien que tu me donnes 3 critères à analyser, peut-être qu'un investisseur pourrait analyser pour identifier qu'est-ce qui pourrait être un bon fonds pour lui, ou qu'est-ce qui serait pertinent en fait. Je vois plus par rapport à ce qu'on disait sur le type d'obligation, les fonds datés, non datés. Quels sont les critères à regarder pour identifier ce qui lui correspond le mieux? Les performances passées ne préjugent absolument pas des performances futures, ça on le sait tous, mais c'est toujours bien de regarder, quand on s'intéresse à un fonds, le track record de performance. Donc là, on va pouvoir voir aussi la perte maximale du fonds. Donc le regarder aussi dans des épisodes pas seulement le regarder quand les marchés étaient un long fleuve tranquille, mais le regarder dans les périodes un peu tumultueuses. Alors récemment, on a eu quand même 2 crash tests assez intéressants avec 2020 et 2022. Donc regarder comment le fonds s'est comporté en performance et par rapport à son univers, par rapport à ce qu'il fait. Parce que le regarder tout seul, c'est une chose, mais le regarder en comparaison de ce que font ses concurrents et de ce que fait le marché dans lequel il investit, ça peut donner quand même un premier bon indicateur. On pourra penser aussi ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, c'est-à-dire on met en rapport la performance avec la volatilité. Là, c'est pas le point d'arrivée, c'est par quel chemin on est passé pour y arriver. Est-ce que ça a été très volatile ou est-ce que ça a été plutôt assez linéaire ? Parce que la volatilité, en général, c'est mieux s'il y en a peu ou s'il n'y en a pas beaucoup. Donc le ratio de Sharpe va permettre de capturer cette idée-là. Donc il faut que le ratio de Sharpe soit plutôt... le plus élevé possible. Élevé, d'accord. Le plus élevé possible, ce qui va donner la performance sera la plus forte par rapport à la plus faible volatilité. Okay. Et enfin, je pense que par rapport à ce qu'on disait, c'est le track record du fonds en termes de taux de défaut dans le portefeuille. Donc ça donnera une idée au moins de la capacité de la gestion ou des gérants ou des analystes qui travaillent sur le fonds qu'on regarde, de leur capacité à éviter les défauts ou pas. En termes d'ordre de grandeur, c'est combien en général un taux de défaut correct ou au contraire significativement haut? On va dire que je pense que les défauts auront coûté, il faudrait que je reprenne le calcul, mais au dernier comptage, c'était à peu près 1%, ça coûte à peu près 1% de performance par an sur le marché, globalement, les défauts. D'accord, donc si t'es au-dessus, c'est que t'es plutôt plus mauvais que les autres. Ah ouais, si t'es en dessous, t'es plutôt meilleur, ou en tout cas t'es pas le pire. Ok, très clair. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions. Merci. C'était un plaisir de t'avoir et puis à très vite. Voilà, Just Focus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.